Salam alaikum. Bonjour, chers étudiantes, chers étudiants. La dernière fois, on s'est arrêté au niveau du référentiel de compétences. Alors, on a dit un référentiel, en fait, c'est un document, une norme, qui permet de décliner les activités et les compétences partagées par les différents métiers et familles professionnelles au sein de l'entreprise. C'est un document qui précise le type et le niveau de prestation attendu d'un agent occupant un emploi donné en termes de performance à atteindre et de compétences induites à maîtriser dans un contexte bien particulier. Je crois que le référentiel de compétences est un outil de normalisation. Par exemple, si on a le poste, par exemple, ou bien l'emploi de secrétaire de direction, alors il y a un référentiel, par exemple, qui va être adopté à l'échelle, par exemple, marocain ou bien européen, où les différentes tâches et d'une façon précise d'une secrétaire de direction, il est bien réglé. C'est un outil qui permet d'éviter beaucoup de problèmes et de conflits, par exemple, en cas où, par exemple, le CPH il demande à la secrétaire de réaliser une tâche, alors que cette tâche ne fait pas partie, bien sûr, de ce référentiel. Donc, je crois que le référentiel de compétences, c'est une façon d'organiser les métiers et pour gérer les conflits et pour que les métiers soient, bien sûr, reconnus à l'échelle internationale. Exemple de référentiel de compétences, par exemple, un niveau de base, les compétences dont la connaissance est partielle, simple, application, pratique superficielle. Donc ça, c'est un niveau de compétences. Le niveau 2, c'est un niveau intermédiaire, par exemple, compétences pratiques régulièrement et maîtrisées, maîtrise de la situation, de l'attitude, pratique correcte. Niveau 3, c'est un niveau final, le plus élevé, possibilité de pouvoir transmettre sa compétence à d'autres. Donc ici, c'est juste une idée sur le niveau de compétence exigé. Et ici, vous aurez donc un autre exemple, numéro 2, donc compétence en réalisation technique ou bien une compétence, par exemple, d'encadrement, compétence comment quelqu'un, parce qu'il a les capacités et les aptitudes à diriger un groupe de personnes en application d'une responsabilité âgée. Comment superviser les collaborateurs? Est-ce que vous êtes capable de déléguer des responsabilités? Est-ce que vous êtes capable de motiver une équipe? Est-ce que vous êtes capable, ou vous maîtrisez les outils, par exemple, de gestion de conflits? Est-ce que vous arrivez à motiver les personnes? Est-ce que vous arrivez à impliquer les membres de votre équipe pour participer à la prise de décision, etc., etc. Alors, il y a aussi le référentiel d'emploi. C'est une description organisée des activités et tâches d'un emploi permettant d'élaborer le référentiel des compétences. Donc, le référentiel d'emploi, il nous aide en fait à élaborer le référentiel de compétences. Le référentiel emploi, on l'appelle aussi métier. Il peut, selon les entreprises, s'appeler le référentiel d'activité ou bien la nomenclature d'emploi ou bien la cartographie des métiers. Donc, il s'agit de lister toutes les activités et les compétences d'un métier. Alors, disons, pour les outils de suivi, donc c'est la troisième catégorie d'outils pour la mise en œuvre de la démarche de GPEC, c'est l'entretien d'évaluation et la gestion de carrière. Donc, il s'agit ici de ce qu'on appelle l'entretien annuel qui permet d'évaluer la performance, le potentiel qui permet une gestion anticipative des emplois compétentiels. C'est un entretien annuel réalisé par le responsable ou bien des fois par des experts pour voir un peu comment se déroule l'opération. Est-ce que l'occupant de l'emploi, est-ce qu'il a les compétences requises, est-ce qu'il a besoin d'une formation, est-ce qu'il peut être promu, donc toutes les questions qui sont, et c'est à partir de cet entretien annuel bien sûr qu'on peut faire le suivi, qu'on peut corriger ou bien on peut par exemple ajuster. Il y a aussi le test de personnalité, on l'a déjà vu, donc ici on analyse un peu le contexte psychologique, bien sûr de l'exercice de la tâche ou bien de métier par la personne. Et donc ici, oui, peut-être on n'a pas besoin d'un psychologue, mais peut-être il y a des responsables qui ont bénéficié d'une formation dans le domaine psychologique pour apprécier
la situation psychologique, dans quelle mesure, par exemple, est-ce que, disons, l'occupant de l'emploi exerce son métier avec un équilibre de sa personnalité, par exemple, pour éviter le stress, ou bien ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out, c'est-à-dire l'épuisement professionnel dû au stress professionnel et à la fatigue, etc., etc. Il y a les politiques d'ajustement, c'est la dernière étape du processus de gestion prévisionnelle qui permet de coordonner et articuler les différents leviers collectifs et individuels de gestion des compétences de façon anticipée. Alors maintenant, on a donc terminé et fini donc la partie GPEC. Maintenant, on va passer à un exercice d'application, un cas pratique. Alors le cas pratique est le suivant. Donc nous avons une entreprise. Et ça, en fait, c'est le corrigé de l'examen, une partie de l'examen de l'année dernière. Bon, parce que je vais essayer de rester presque dans la même, parce que le cours il était assuré avec mon cher collègue Abdou. Et donc je vais rester, dans presque la même logique par rapport à l'exercice. Donc nous avons une entreprise composée par 228 personnes, dont 40 femmes. On a des ouvriers non qualifiés, c'est 120 ouvriers, ouvrières. Les ouvriers qualifiés, c'est 56, les techniciens, 30 et les cadres, 22. Donc l'entreprise souhaite évoluer d'ici 3 ans sa structure vers une composition répondant mieux à ses besoins futurs. Donc, je répète, il y a une situation initiale, c'est ce qu'on a vu ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la situation initiale. La projection, ça veut dire l'effectif projeté, c'est ça. Ça veut dire, ça, c'est les ressources actuelles, disponibles, et ça, c'est les ressources futures. Ça veut dire les ressources nécessaires demain. Donc, dans 3 ans, l'entreprise aura besoin de 80 ouvriers non qualifiés, de 66 ouvriers qualifiés, de 40 techniciens et de 30 cadres. On a utilisé les abréviations pour ne pas répéter à chaque fois l'intitulé. Donc, je récapitule. On a une situation de départ, une situation actuelle, ce sont des ressources actuelles. Maintenant, on a les ressources futures, les besoins de l'entreprise en ressources humaines. Alors, maintenant, on va vous donner certains éléments qui présentent les mouvements, bien sûr, parce que ces ressources actuelles, ils vont voir des modifications dans 3 ans. Alors, ces modifications sont les suivantes. Tout d'abord, départ à la retraite à l'âge légal de 8 ouvriers non qualifiés, de 3 techniciens et d'un cadre. Il y a aussi une promotion, ça c'est ce qu'on appelle le mouvement. Alors, on a soit des départs, soit des promotions. Alors, pour les promotions, vers la catégorie immédiatement supérieure de 12 ouvriers non qualifiés, de 2 ouvriers qualifiés et de 5 techniciens. On a 2 femmes ouvrières non qualifiées, ils vont volontairement quitter l'entreprise pour se consacrer à leur famille, et on a 2 cadres aussi qui vont quitter l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les mouvements. On a une situation initiale pour aller vers une situation projetée, ça veut dire vers l'effectif projeté, alors on va comptabiliser les mouvements. Donc il y a des départs. Les départs, ils peuvent être des départs à la retraite légale, à une retraite anticipée, une femme ou bien un ouvrier qui quitte l'entreprise, une démission, oui, même une démission, c'est un départ, soit une promotion, bien sûr, d'un ouvrier d'une catégorie socio-professionnelle à une autre. Maintenant, le travail à faire, on vous demande de déterminer les écarts par rapport à la situation souhaitée et quelles sont les mesures qu'on peut proposer, bien sûr, pour la catégorie, par exemple, des cadres ici, et on doit présenter le profil de cette entreprise en situation 3. Alors, vous allez commencer tout d'abord par établir l'état de la population probable, ce qu'on appelle l'effectif projeté. Donc, vous avez la situation initiale, l'état, bien sûr, de l'effectif actuel, c'est ce qu'on a vu au début. Il y avait 120 ouvriers non qualifiés, 56 ouvriers qualifiés, techniciens, etc. Il y avait des départs. Par exemple, on avait dit les départs, c'était 10 ouvriers non qualifiés, 3 techniciens et 3 cadres. Aussi, on a une promotion vers la catégorie supérieure, c'est-à-dire on aura 12 ouvriers non qualifiés qui vont passer directement à la catégorie supérieure, ouvriers qualifiés. Donc ici, on va retrancher 12.
Et il y a 2 ouvriers qualifiés qui vont passer vers la catégorie des techniciens. Il y a, bien sûr, pour les cadres, ça c'est le grade supérieur. Alors maintenant, il y a une promotion depuis la catégorie supérieure, c'est-à-dire il y avait ces 12 ouvriers non qualifiés, ils sont passés à la catégorie d'ouvriers qualifiés. La même chose pour les 2 ouvriers qualifiés, donc ils ont atteint le niveau supérieur technicien, et les 5 techniciens, ils vont partir vers renforcer la catégorie des cadres. Donc maintenant, les départs, on va les soustraire, on va retrancher les départs. Les promotions vers la catégorie supérieure, ça, on va retrancher. Par contre, la promotion, on va ajouter. Donc, ici, on va calculer l'effectif projeté. Donc, je répète, on est en train de calculer l'état de la population probable, ce qu'on appelle l'effectif projeté. On va partir de la situation initiale et on va comptabiliser les mouvements. Il y a 2 types de mouvements. Il y a des mouvements positifs, négatifs. Alors, négatifs, c'est par exemple les départs pour des raisons de retraite, des démissions, etc. Et positif, généralement, ça peut être le cas, par exemple, positif, ça peut être le cas d'une promotion ou bien d'un recrutement. Donc, l'effectif au 31-12-2000, ça, c'est ce qu'on appelle une projection de l'effectif. D'accord? Il y avait des besoins actuels en ressources humaines. Il y a, bien sûr, les ressources. Bien sûr, il y a une projection de l'effectif actuel dans 3 ans. Maintenant, donc, l'état de la population probable ou effectif projeté, c'est l'effectif au 31-12-2000, par exemple, N plus 3, il est égal à l'effectif actuel plus les mouvements. Hein, ça veut dire les départs et les promotions. Maintenant, l'état souhaité. L'état souhaité, c'est le besoin prévisionnel. Donc, c'est l'effectif au 31-12. Donc, ça, c'est donné par l'exercice. Si vous vous rappelez, l'effectif au 31-12-2000, donc c'est par exemple 80-66, on a déjà, c'est les éléments du tableau. Voilà. Voilà, c'est 80-66-40. Ça, c'est donné. Donc, on vous a donné l'état, ce qu'on appelle souhaité, ou bien l'état, les besoins prévisionnels. Des fois, on peut, par exemple, au lieu de vous donner ces chiffres, on peut vous donner, par exemple, que 2 cas. Soit l'entreprise, par exemple, il veut augmenter sa capacité de production et du coup, il aura besoin d'une augmentation de l'effectif de 10%. Dans ce cas-là, l'effectif au 31-12, vous allez prendre l'état actuel, plus, par exemple, si je vous dis 10%, il va augmenter. Suite à l'augmentation de la capacité de production, on aura une augmentation de 10% des ouvriers non qualifiés, ça veut dire 120 plus 12. Ça va vous donner 100, par exemple 32. Par exemple, les ouvriers qualifiés, 20%. Ça, c'est plus. Donc, je récapitule. Et ici, on vous a donné juste l'état souhaité comme ça. Ça veut dire qu'on vous a dit, voilà les besoins, on aura besoin de tel ou tel. Maintenant, dans certains exercices, je peux vous donner, par exemple, au lieu de vous donner ces chiffres, je vais vous dire juste que, vu l'augmentation de la capacité de production et de la demande, alors on aura besoin d'une augmentation des postes d'emploi, 10% pour ouvriers non qualifiés. Juste, vous allez ajouter le pourcentage. Deuxième cas, c'est l'inverse. Je peux vous dire, par exemple, que l'entreprise, il a acquis une nouvelle technologie, de nouvelles machines beaucoup plus performantes. Et lorsqu'on utilise un outil de production performant, la productivité va augmenter. Donc, il y aura un gain en productivité et rendement. Et du coup, on aura besoin moins de postes. Et dans ce cas-là, par exemple, on va vous dire que grâce, bien sûr, à l'utilisation de cette nouvelle technologie, l'entreprise, il va gagner des postes. Par exemple, il va gagner 10% des ouvriers non qualifiés, 20% des ouvriers qualifiés. Dans ce cas-là, vous devez retrancher. Parce qu'on a gagné des postes, parce qu'on a amélioré la productivité machine ou bien la productivité du travail. Donc, je récapitule. Soit qu'on vous donne l'état souhaité, comme ce cas-là, soit qu'on vous donne un indice. On vous dit, voilà, il faut. On peut les donner les deux. Par exemple, on vous dit, grâce à l'augmentation de la capacité de production, on aura besoin d'augmenter les ouvriers non qualifiés de 10%, 20%, etc. Mais aussi, l'entreprise, il a instauré un bon climat, une bonne organisation du travail, une motivation des ouvriers, ce qui a diminué, il y aura comme conséquence de diminuer le nombre de postes de travail. Donc, juste, faites attention. Donc, il y a un état actuel, plus mouvement, il vous donne état projeté. L'état souhaité, c'est ce que
ce qu'on souhaite, ce qu'une entreprise, bien sûr, aura besoin dans ce que l'État projeté, c'est une projection de, par exemple, quelqu'un qui a 60 ans, il aura 65 ans. Et il est probable, pourquoi on dit probable? Parce que tout est probable. C'est probablement deux vont démissionner, ils ont peut-être affiché leur intention de démissionner, etc. Maintenant, l'étape suivante, donc je récapitule, selon la stratégie de l'entreprise, la modification des effectifs rattachés est rattachée soit à l'amélioration des outils de production, dans ce cas-là, on va baisser les effectifs, soit la motivation des ouvriers, on va baisser les effectifs, soit l'augmentation de la capacité de production. Alors ici, il s'agit d'augmenter l'effectif souhaité. Maintenant, la dernière étape, c'est les écarts. Alors les écarts, il faut les calculer entre la situation, entre l'effectif projeté et l'état souhaité. Voilà, la différence, c'est vous allez prendre l'état probable, ce qu'on appelle l'état, disons, l'effectif, disons, projeté, c'est ce qu'on a calculé au début, et on va prendre l'état souhaité, ça veut dire les besoins de l'entreprise qui ont été définis, et on va faire la différence. Donc toujours, c'est probable moins souhaité. Je répète, probable moins. Parce que souhaité, c'est les vrais besoins de l'entreprise. Probable, c'est projeté. Et du coup, on va voir, est-ce que, par exemple, probable, c'est 98. Mais normalement, ce qui est souhaité, c'est 80. L'effectif dont on aura besoin, c'est 80. Donc finalement, ici, il y a un sureffectif, parce qu'on a besoin seulement de 80. Mais l'effectif qu'on a projeté, il nous a donné 98. Donc du coup, on a un sureffectif de 18. Par contre, ici, pour, par exemple, les ouvriers qualifiés, l'état probable, c'est 66, et l'état souhaité, c'est 60. Ici, donc, c'est l'équilibre. Nul, un écart. Pour les techniciens, on aura bien sûr l'état probable, la projection de l'effectif actuel dans 3 ans, il nous a donné 24, mais l'état souhaité c'est 40. Donc ici, il y a un déficit. Donc la même chose pour les cadres, il y a un déficit. Donc ces écarts, alors le déficit, s'il est négatif, si probable moins souhaité négatif, c'est un, bien sûr, déficit. S'il est positif, bien sûr, c'est un sureffectif. Alors, comment on va commenter? Donc, si un écart est négatif, ça veut dire état probable moins état souhaité. Il est négatif, il implique un besoin de personnel supplémentaire dans les catégories concernées. Donc, cet écart peut être comblé, par exemple, par une modification de la politique de promotion, dans certains cas. Par exemple, si on peut faire des promotions d'une catégorie, par exemple, inférieure. Ou bien, on peut faire un recrutement. Donc, ça dépend des cas. Par exemple, ici, pour le cas des techniciens et des cadres, on peut faire appel soit à un recrutement, soit... Mais ici, on peut, par exemple, ce sureffectif au niveau des ouvriers non qualifiés, on peut faire une promotion, mais aussi une promotion vers la catégorie supérieure, et une promotion. Mais des fois, la promotion, ça peut s'avérer difficile si l'ouvrier a besoin d'une formation. Si l'écart est positif, cela signifie qu'il y a un sureffectif. Donc cet écart implique des mesures, par exemple, de licenciement ou la révision de la politique de promotion. On peut retarder les promotions, on peut je m'excuse, faire le réexamen des projets de développement de manière à accroître certains besoins. Donc on peut examiner la possibilité de retarder un investissement de productivité, par exemple. Si un effectif de personnes de production à part. Dans ce cas, l'entreprise peut envisager soit une promotion, par exemple, des ouvriers non qualifiés, des ouvriers qualifiés vers la catégorie supérieure, comme il peut envisager peut-être, par exemple, proposer des formations, je ne sais pas, accorder des congés anticipés. Donc, il y a différentes possibilités, bien sûr, pour l'entreprise. Pour le profil, on n'a pas suffisamment d'informations pour vraiment dresser le profil de cette entreprise, mais les caractéristiques de la structure des effectifs permettent de déduire que le taux d'encadrement est faible. Alors le taux d'encadrement, c'est-à-dire, par exemple, si on prend le taux d'encadrement au niveau de la situation actuelle, c'est peut-être 22 cadres sur 228. Donc c'est très faible. Et aussi, on peut analyser le taux de féminisation. Par exemple, on a combien de femmes? On a seulement, par exemple, 40 femmes sur
228. Normalement, le taux de féminisation, on le calcule par catégorie. Par exemple, au niveau des ouvriers qualifiés, on a 56. Si le nombre de femmes, par exemple, il est de 5,6, ça veut dire qu'il représente seulement 10%. Donc, c'est un taux qui est faible. Donc, taux de féminisation, taux d'encadrement. On n'a pas d'autres informations pour calculer, par exemple, le taux de formation ou bien le taux de roulement, etc., etc. Donc, j'ai dit, donc c'est une structure socio-professionnelle simplifiée, c'est-à-dire on a seulement 3 catégories socio-professionnelles, ou bien 4 normalement, c'est une structure qui est très simplifiée. L'effectif, il est réduit, presque 200 entreprises, c'est juste une PME, c'est pas une grande entreprise. Et vu les projections que l'entreprise a réalisées, les OMA qu'on vous a donné, donc l'entreprise n'envisage pas vraiment d'augmenter sa taille ou bien de prendre des décisions d'internationalisation. Donc on peut dire que c'est une PME qui n'a pas beaucoup d'ambition, etc., etc. Donc voilà, je vais me limiter à ce niveau-là pour le cours. C'est vrai, il y a d'autres axes qu'on n'a pas pu traiter, mais le cours, vous avez vu qu'il est costaud. Alors, voilà, donc si jamais il y a un exercice, une étude de cas, ça va être presque la même chose. Mais méfiez-vous, donc toujours il y a une situation actuelle. On calcule le mouvement et on détermine ce qu'on appelle l'état projeté ou bien l'état probable. Après, il faut chercher l'état souhaité. L'état souhaité, soit qu'il est donné, soit il faut la modifier en fonction des informations fournies. Après, vous faites l'écart, l'analyse de l'écart. Ça, c'est la démarche de la GPEC entre la situation probable et la situation souhaitée. Toujours probable ou souhaité. S'il est négatif, c'est un déficit. S'il est positif, c'est un sureffectif. Et donc, il faut déclencher ce qu'on appelle des politiques d'ajustement. Ça peut être un licenciement, ça peut être un recrutement, ça peut être encouragé, bien sûr. Mais généralement, ces données, on peut les trouver dans le cadre du bilan social. Donc, le bilan social, c'est un outil qui est très important au niveau de l'entreprise, qui permet de vous donner toutes les informations sur la structure démographique au niveau de l'entreprise, sur les types d'emplois, sur les conditions de travail, etc. Donc, ça, c'est un élément qui est très important. Donc, j'aurai avec vous, Inch'Allah, une séance interactive, mais l'essentiel, pour bien préciser les choses, vous aurez un QCM, vous aurez des questions, plus, bien sûr, un cas pratique comme celui-là. Ça veut dire, c'est une projection des effectifs. Je ne sais pas, je vais vous envoyer un glossaire. Ce glossaire, il va comporter bien sûr un ensemble de définitions, surtout des éléments qu'on n'a pas pu développer. Par exemple, c'est quoi le recrutement, c'est quoi la rémunération, c'est quoi, par exemple, c'est quoi la mobilité, etc. Je reviens sur la mobilité à titre de précision. Donc, on a dit la mobilité professionnelle horizontale correspond à un changement de métier. Ce changement demande à l'agent de faire appel des compétences qu'il n'exerçait pas auparavant. Donc ça, c'est plutôt, on fait autre chose, on réalise des tâches qu'on ne réalisait pas auparavant. Pour la mobilité d'environnement ou bien géographique, c'est juste une mutation. Ça veut dire, au lieu d'exercer le travail, par exemple, dans les locaux de l'entreprise, il va exercer le même travail, le même poste, avec le même grade, dans un autre atelier ou bien sous un autre supervisé. La mobilité catégorielle ou verticale, c'est une promotion, c'est une mobilité qui conduit un agent à quitter un emploi pour un autre emploi, impliquant un accroissement de responsabilité, et il est plus souvent sanctionné par un changement de même catégorie, de grade, etc., etc. Voilà. Donc l'examen sur, Inch'Allah, un QCM avec un cas pratique. Le glossaire, il est très important, donc on l'a déjà... J'ai presque expliqué tous les éléments du glossaire. Donc, le glossaire fait partie de votre cours. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire vu la limitation du temps? C'est surtout les pratiques de la GRH, c'est-à-dire le recrutement, la rémunération, la formation. Mais je crois que ce sont des éléments qu'on avait discutés
le long de ces séances. Mais Inch'Allah, vous aurez une occasion, Inch'Allah, dans le cadre d'un master, d'approfondir votre cours de GRH, parce que le cours de GRH, c'est un cours qui est vraiment costaud, c'est un cours qui est très riche et très diversifié. Et même, il y a plusieurs façons de l'analyser, de le traiter. Donc, Inch'Allah, pendant la séance interactive, je vais attendre vos questions, vos suggestions, et je vais vous préciser davantage les modalités d'examen. Mais l'examen, je répète, sera un QCM, et vous avez 4 chapitres, d'accord? Un chapitre qui a présenté les fondements, un chapitre qui a présenté la GRH, ses définitions, ses caractéristiques, etc. Et un chapitre qui a présenté le management des compétences et un chapitre qui a présenté la GPES. Voilà. Donc, voilà. Je vous souhaite bon courage pour la préparation, Inch'Allah, de vos examens. On reste à votre disposition pour toute question ou bien interrogation. Inch'Allah, au niveau de la séance interactive, on va expliquer davantage les modalités de l'examen. Si vous n'avez pas compris quelque chose, d'ici là, je vous souhaite la bonne santé, je vous souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.